Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, 16h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale. Merci de nous écouter à la radio, c'est sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez via les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Merci de votre fidélité. Si vous nous suivez grâce à notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média ou sur notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, une semaine après la reconduction d'Amadou Riba à la primature, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a dévoilé ce lundi soir une première liste de 20 ministres sur les 29 que comptera le nouveau gouvernement. Ces nominations confirment une forte continuité politique et administrative. Sur les 20 ministres nommés, seules 4 nouvelles figures font leur entrée au gouvernement, dont 2 femmes. Analyse et décryptage à suivre dans cette émission, le scanner. Pendant ce temps, le Premier ministre Amadou Riba, chargé d'élargir la base de la génération pour la modernité et le développement, poursuit sa mission et multiplie les initiatives. Lors d'une rencontre avec certaines structures alliées à la JMD, Baouri a déclaré, je cite, « Le président élu Mamadi Doumbouya a besoin d'un solide appui politique au sein des institutions, notamment à l'Assemblée nationale et dans les collectivités. Sans organisation politique structurée et unie, la dispersion des partis rendrait le pays ingouvernable, d'où la nécessité de bâtir un parti discipliné et organisé, capable de conquérir une majorité et de soutenir efficacement l'action gouvernementale. » Fin de citation. Avec cette vision, quel avenir pour les alliés politiques de la JMD? Pour en débattre, notre invité de ce matin est M. Mamadou Ouri Diallo. Il est président du mouvement des patriotes libéraux et porte-parole de l'AFDD. Enfin, la tension entre les États-Unis et l'Iran est-elle en passe de s'apaiser? En tout cas, le président Donald Trump évoque un accord imminent. Le locataire de la Maison-Blanche affirme qu'un accord sur le nucléaire iranien pourrait être conclu d'ici quelques jours, tout en avertissant qu'un échec ouvrirait la voie à une confrontation. Ces discussions entre Washington et Téhéran pourraient se tenir le 6 février en Turquie, selon une source arabe citée par l'AFP. Que peut changer cette annonce dans ce bras de fer diplomatique? Analyse dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous préférer. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec nos débatteurs ici en plateau avec moi, Moussa Cheikh Kamara. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Avec nous également sur ce plateau, notre invité ce matin, Monsieur Mamadou Ouri Diallo, président du mouvement des patriotes libéraux et porte-parole de l'AFDD. Bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour Abdallah, bonjour à vos millions d'auditeurs et des spectateurs. Bien entendu d'auditeurs, puisque c'est la radio. Oui. Bonjour à nos confrères ici, dans ce studio. Merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant dans cette grande tribune politique pour une première. Oui, pour une première, oui, c'est un devoir. Un devoir et un plaisir à la fois. Avant même de commencer, d'ouvrir ce débat, de la politique, du journalisme à la politique, aujourd'hui, comment se passe la reconversion? Ce n'est pas chose facile parce que ça va avec des surprises. Souvent des étonnements, des fois avec des stéréotypes, alors que le monde politique et le monde du journalisme, c'est, comme on le dit souvent dans le cas de la Guinée et du Mali, comme 2 poumons dans un même corps. Ouais. Il y a qu'une très très fine ligne qui sépare ces 2 mondes. Ça fait que si vous regardez dans l'histoire, que ce soit lointaine derrière nous ou l'histoire récente, vous avez des grandes figures du monde des médias qui sont passés du journalisme à la politique. Oui. Certains sont devenus des députés, d'autres sont devenus
des présidents de la République, chefs de l'État. Voilà, donc je pense que pour moi, ce n'était pas un hasard. Je crois qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de le dire, j'ai retracé cela. Au début, j'ai commencé par la politique. Quand je sortais d'université, j'étais déjà militant en étant au campus d'un parti politique. 2008-2009, j'ai activement milité à l'université. Et j'ai été secrétaire général de ce parti dans mon université. Et bien avant cela, c'était déjà un rêve pour moi. En fait, un rêve de jeune, comme quoi, si je finissais mes études, je ferais la politique. C'était naïf de ma part à l'époque, parce que je pensais que la politique était un métier comme les autres. Même si, quelque part, Jacques Chirac disait que la politique est aussi un métier, idée que je ne partage pas. Mais en vrai, c'est une sorte de volontarisme, de posture volontariste dans la société sur la gestion, la gouvernance de la société et la possibilité de se poser en alternance ou en alternative face à ceux qui gouvernent le pays. Donc, j'ai milité, puis à un moment donné, il fallait faire un métier pour se nourrir, pour vivre. Et donc, le journalisme, c'était déjà une passion pour moi. Une transition, peut-être. Voilà, pour moi, c'est juste une transition. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas penseront que c'est faute de mieux que je me retrouve en politique. Or, c'était une planification personnelle. Je fais la politique, mais à côté, je continue à travailler. Parce qu'il faut travailler pour vivre. Parce que la politique ne vous paye pas à la fin du mois. À la fin du mois, malheureusement. C'est ça la réalité. Et ce qui est encore une fois encore plus, si vous voulez, surprenant, quelquefois dommage, vous avez des compatriotes qui continuent à penser que malgré mon discours de maintenant, ma posture actuelle, que je suis journaliste. Non, on ne peut pas être journaliste, exercer le métier et être dans la posture. D'où ma question. Est-ce qu'un jour, on pourrait bien revoir Ouli derrière un micro? Pourquoi pas? Il se trouve que dans notre pays, ça semble être incompatible. Alors que dans d'autres pays, on a dépassé ce paradigme-là maintenant. Dans d'autres pays, vous avez des politiques qui sont chroniqueurs dans les médias. Oui, bien sûr. Voilà, mais moi, ici, on me dit non, si vous faites ça, la hack va vous tomber dessus. On ne peut pas être politiquement engagé et puis exercer le métier de journaliste. Alors, donc, question de précision, monsieur Ouri. Est-ce que vous avez cessé d'être journaliste? Question de précision. Pour respecter les règles, les principes qui gouvernent le métier dans notre pays, pour l'instant, j'ai arrêté d'exercer. Mais je n'ai pas dit que je quitte le métier ou que j'abandonne le métier. Je mets la parenthèse. Je suis politiquement engagé. Donc, vous êtes en pause? Oui, je ferme la parenthèse parce qu'on est journaliste à vie. Et donc je suis politiquement engagé. Ce qui pour l'instant semble être compatible au métier de journaliste dans le cas de figure de la Guinée. Peut-être qu'un jour on dépassera ce cap-là, cet archaïsme-là. Pourquoi pas? Et puis je serai fier ou heureux de revenir comme chroniqueur politique dans un des studios. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, merci d'être dans cette émission. On parle de l'actualité maintenant. L'actualité oblige, une semaine après la reconduction d'Amadou Riba à la primature, le président Mamadi Doumbouya a dévoilé ce lundi soir une première liste de 20 ministres sur 29. Un gouvernement marqué par une forte continuité, Yamoussa Cheikh Kamara, je l'ai rappelé, avec seulement 4 nouveaux visages, dont 2 femmes. Alors justement, une liste partielle des membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Riba a été rendue publique lundi donc, offrant un premier aperçu de l'équipe qui conduire les affaires du pays. Cette annonce donc, Abdallah, suscite un vif intérêt dans la capitale, marquant une étape claire dans la formation donc de l'exécutif, je vais dire. La composition donc révélée mêle des figures expérimentées, on le voit d'ailleurs, certains ayant déjà occupé des portefeuilles ministériels par le passé et de nouveaux visages également. Le gouvernement semble s'articuler autour de plusieurs priorités affichées, notamment la relance économique, la souveraineté, mais aussi la cohésion sociale. Et parmi les nominations les plus marquantes, on note aujourd'hui celle de Dr Maurice Anda Kouyaté, figure diplomatique reconnue internationalement, qui maintient aujourd'hui le portefeuille stratégique des affaires étrangères. Aussi au ministère de l'économie, des finances et du budget.
depuis l'arrivée du CNRD, est-ce qu'il y a eu un autre ministre à part Dr Maurice Anda au niveau des affaires étrangères? Des affaires, non, l'unique ministre des affaires étrangères. L'unique ministre en tout cas pour le moment depuis. Je pèse bien mes mots. Depuis en ce moment, beaucoup pensaient, disons, à un revirement. Oui, voilà. Il change au moins de portefeuille. Depuis la transition jusqu'ici, donc chapeau à M. Kouyaté de l'autre côté. Au ministère de l'économie, des finances et du budget, c'est donc Madame Mariama Siré Sylla qui est nommée. Mariama Siré Sylla, qui a rejoint récemment le gouvernement. Le gouvernement, justement. Parce donc, que sous la transition, en fin de transition, je crois qu'elle était venue. Oui, elle vient de faire son entrée dans le gouvernement. Et donc, avec c'était de nouveaux visages du dernier remaniement voilà, au sein du gouvernement. Et voilà, cette reconduction, on peut la comprendre. Un choix scruté par les milieux financiers. Donc le secteur sécuritaire sera également sous la responsabilité du général Ahmed Mohamed Ouri Diallo. Une nomination aussi attendue dans le contexte actuel, mais on va le voir à l'œuvre de toute façon. Un département autrefois dirigé par Bachir Diallo. Donc la liste montre également un certain équilibre avec la présence de plusieurs femmes à des postes clés comme Dr Diaka Sidibé qui est revenu encore au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pas une nouveauté pour elle. Évidemment. Elle y était. Elle avait quitté, elle est revenue. Avant le mini-remaniement. Donc elle est encore revenue. Des secteurs économiques stratégiques confiés également à des technocrates, il faut le dire. Les ministères directement liés à l'économie et aux ressources nationales sont attribués à des personnalités perçues comme des technocrates, notamment Bouna Silla Omine. Qui garde son fauteuil. Et Fassou Teya également à la pêche et de l'économie maritime auront la lourde tâche de maximiser les retombées de ces secteurs. À la pêche, je crois c'était Dame Fatima. Non, c'est Fassou Teya. C'est Fassou Teya. Oui, parce que lors du dernier remaniement, il y avait la dame qui est partie au commerce. Voilà, c'était Fatima qui était partie au commerce. Fassou Teya qui faisait aussi son entrée nouvellement. Qui garde encore son fauteuil, comme une reconduction d'ailleurs de l'autre côté. C'est là également aux infrastructures. Et Ousmane Gawal Diallo, maintenu au transport. Alors là, c'est là la nouveauté. Ouais, parce que Facile et Silla, le nouvel entrant de ce côté, c'est pas pour le moment si on lui réserve quelque chose. Mais sinon, sa durée ressemble à la capture de Nicolas Maduro. Non, on va pas parler de tout ça d'abord. Ousmane Diallo est toujours maintenu au transport. Donc, ces deux hériteront quant à du dossier crucial, le désenclavement et des grands travaux. L'élection, on en parle, un chantier prioritaire sera piloté par Alkar Bari, désormais ministre qui a un ministère bateau. Voilà, ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc en tandem avec Dr Diaka Sidibé, donc qui est de côté du ministère de l'enseignement supérieur, la jeunesse et le sport reviennent à Sello Baldé, tandis que le ministère de la famille mon ministère. Il faut bien y aller. Le ministère de la femme, de la famille et de la solidarité. Voilà. Je tiens bien. De la femme, de la famille et de la solidarité revient. Être convié à Patricia Delilama. Donc voilà. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit puisque sur les réseaux sociaux, vous pouvez constater que les commentaires vont bon train autour de cette dame avec lié à attention. Parce que les gens, ils ne voient que le côté. Si on aura le temps de revenir peut-être sur son parcours que je trouve très alléchant, enrichissant d'ailleurs, puisqu'on parle souvent. Mais il est nécessaire, allez-y. Voilà, mais peut-être on va revenir plus tôt. Mais une attente donc encore partielle, il faut le dire. Il est important de noter qu'il s'agit d'une liste partielle. Les titulaires d'autres portefeuilles ministériels ainsi que potentiellement des ministres délégués et secrétaires d'État devraient être annoncés dans les prochains jours. Et donc les observateurs politiques attendent notamment les noms des responsables en charge de la défense, de l'énergie, du commerce, mais aussi de l'agriculture. Et l'opinion publique guinéenne, quant à elle, accueille cette première liste avec mélange de prudence et d'espoir, dans l'attente donc de voir cette équipe se mettre au travail pour relever les défis socio-économiques du pays. Comme cité plus haut, la crédibilité et l'action de ce gouvernement seront jugées
à l'aune des priorités, il faut le dire, des premiers résultats concrets attendus par la population. Donc ce qui fait beaucoup plus de bruit, je le disais, c'est le cas de Patricia qui est simplement vue aujourd'hui comme coiffeuse alors qu'elle est au-delà, elle dépasse tout ça. Un parcours riche. Voilà, il faut quand même dire que Pauline Adeline, selon les informations que l'on a reçues, Patricia Lama, dite Patricia, est née en 1987 en Guinée, est une coiffeuse, entrepreneur et femme politique, donc guinéenne, il faut le dire, Abdallah. On apprend qu'après l'université, mais d'ailleurs, elle est orpheline de père et de mère selon nos informations. Dès le bas âge, Patricia a grandi avec sa grand-mère à Conakry, fait ses études à l'école primaire et collège de quartier Madina Cité. Donc en 2003, elle a intégré le lycée Sainte-Marie de Conakry où elle a décroché son baccalauréat en 2006. Elle est orientée à l'université générale Lansana Conté de Sophonia où elle obtiendra une maîtrise en droit privé. Ça, c'est en 2010. Parlant de sa carrière professionnelle, après l'université, donc, elle devient d'abord assistante administrative et financière dans une entreprise de la Guinée. Ensuite, elle a intégré la banque UBA de 2011 à 2013. De 2013 à 2018, donc, elle occupe le poste de responsable juridique et contentieux à la banque BCI Guinée. Parallèlement passionnée donc de la coiffure, elle a créé sa société de coiffure en 2017. Dénommée Pats Natural Beauty, Pats Natural Beauty à Conakry, puis à Kamsar, et elle est spécialisée dans les coiffures Napi. Donc ce n'est pas seulement une coiffeuse, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un bagage intellectuel. Un bagage intellectuel. En attendant, les ministres de la Défense nationale, de l'énergie, du plan, de la coopération internationale et du développement, de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, de l'emploi, du travail et de la protection sociale, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et également de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. En tout cas, vous avez déjà les premières figures qui composent ce premier gouvernement de la 5e République. Je me tourne vers notre invité. Monsieur Ouli, vous avez déjà suivi, comme nous, cette actualité. En tout cas, cette première liste, les 20 ministres nommés sur les 29. Quel est votre regard? Bon, mon regard est que le président a décidé de renouveler sa confiance en beaucoup d'entre ses anciens collaborateurs, ou sinon ses collaborateurs, et en même temps les collaborateurs de Baouri, qui lui a été précédemment reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. C'est la preuve qu'il continue justement à leur faire confiance pour les dossiers qu'il leur avait confiés. Vous vous rappellerez que à l'approche du mois de décembre, donc de l'élection présidentielle, il leur avait instruit de continuer à développer les projets et les acheminer, les terminer avant la fin d'année. Et donc je suppose qu'il veut que ce soit les mêmes têtes qui continuent sur ces grands projets-là d'ici un certain temps. Puisqu'il y avait quand même une évaluation. Peut-être qu'il aura une autre mission pour eux. Et effectivement, il y a eu une évaluation qui a été aussi faite par le Premier ministre. Ça a figuré forcément comme parmi les éléments d'évaluation, si on peut parler d'évaluation, avant le maintien de certains d'entre eux au gouvernement. Donc, comme on le dit traditionnellement, le président a la clé des nominations, et c'est un pouvoir qui lui est discrétionnaire, exclusif. Donc, il nomme celui qu'il pense être capable de travailler avec lui, de matérialiser sa vision en objectifs clairs et concrets sur le terrain. Donc, ma foi, il ne faut pas être étonné, surtout qu'il a décidé de rassembler les volets qui avaient été éclatés pendant le remaniement à minima qu'il y a eu avant. Donc, ça devient à nouveau des grands départements ministériels. Donc, vous avez un Alpha Bakar qui est déjà familier à des dossiers du ministère de l'enseignement technique, où il a été à l'origine de réformes assez efficaces, mais aussi d'actions concrètes sur le terrain. Les ERAM, les écoles professionnelles, mais le cursus, les supports
d'enseignement dans ces écoles-là. Il y a eu de l'innovation. Donc, il est déjà habitué à ces dossiers. On lui confie la mission d'aller au niveau de l'éducation nationale. Donc, à la base, je pense que, ma foi, c'est un retour dans un milieu qui lui est familier. Mais que vous Diaka, c'est la même chose. C'est une universitaire, une enseignante. Elle a été déjà, je crois... elle était à la tête de ce département. Non, bien avant ça, l'université de l'Institut de Bokeh, avant donc, de devenir ministre de l'enseignement supérieur. Donc c'est son domaine, c'est son milieu naturel. Ouais. Donc c'est un retour, comme un poisson qui retourne dans l'eau. Elle se trouvait à l'aise pour développer les projets, la vision du président dans ce secteur-là. Et voilà, brièvement, je pense que il veut qu'ils continuent à travailler. C'est la raison pour laquelle il les a reconduits jusqu'à un certain temps, j'imagine. Il décida de leur confier une autre mission. Mais que vous il y a cette nomination quand même qui étonne plus d'un, c'est celle de Mourana Souma. Mourana qui quitte le ministère des Finances, de l'économie et des Finances, qui se retrouve avec le ministère de la Communication, fusionné avec celui des télécommunications. Attention, avec l'économie numérique. Oui, c'est ça. L'économie numérique, très important, parce qu'il vient d'économie et des finances, mais il revient avec l'économie numérique. C'est juste une précision. Attention, on a un problème avec la chaise, c'est bon. Allez, ça va. On y va. Écoutez, je pense que, comme je l'ai dit, tout dépend de ce que le président veut et ce qu'il attend des uns et des autres. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de configuration standard des ministères dans le monde. La création des ministères sont la résultante de la vision globale du président. Je l'ai toujours dit. Et leur renommation aussi, c'est une déclinaison sectorielle de cette même vision. Donc au départ, si vous prenez par exemple le ministère de la Femme, de la Famille, de la Solidarité, c'est justement une déclinaison de la vision du président. Parce qu'il a dit pendant son investiture que ce sera un mandat dédié aux femmes. On a déjà 30% de femmes dans cette composition, dans les 20. Donc en plus du nombre du quota, il renomme le ministère pour que ça ressorte justement son ambition, sa vision, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité. Donc voyez-vous, c'est cela. Les autres ministères aussi, et quand il prend M. Mourana à l'économie et des finances, qui l'amène au ministère de la Communication, qui effectivement a en son sein les télécoms, le volet télécom qui est assez maous. Il y a des grands enjeux au niveau des télécoms aujourd'hui. Il y a la relance de la société Sotelgui. Il y a la société Ariba qui devient maintenant une propriété de l'État. Comment relancer ces grandes sociétés de télécommunications pour créer, n'est-ce pas, la concurrence? Parce que pour l'instant, on est dans une sorte de monopole dans le secteur qui ne dit pas son nom. Donc il y a ce défi de diversification, de relance des sociétés d'État. Donc il y a des problèmes. Je veux dire, il y a des problèmes à résoudre dans ce secteur. Donc je pense que Mourana étant habitué au dossier économique, au lever de fonds, il connaît les partenaires, et il est habitué aux discussions, aux protocoles du milieu des finances, et il va falloir lever des fonds effectivement pour financer, abonder le secteur des télécoms d'argent, pour que ces sociétés-là soient relevées, soient relancées. Donc je pense que c'est une mission difficile, ce n'est pas facile. Mais dans l'architecture, dans la communication. Dans l'architecture, il ne faut pas omettre aussi le fait que l'information est sautée. Oui, c'est le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication. De l'économie numérique. Oui. Et de l'innovation. Voilà, donc c'est de mettre en branle la communication de l'État et tout le reste. Pour ça moi, ne vous inquiète pas? Il a des techniciens. Ça ne m'inquiète pas outre mesure parce que voilà, ce n'est pas lui seul qui sera au front. Il a des grands techniciens dans le département. Je ne vais pas citer des noms, mais je crois que vous imaginez déjà les noms qui vous reviennent, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les chefs de service qui sont compétents dans les secteurs. Surtout qu'on a un secrétaire général qui n'a presque pas bougé depuis l'arrivée du président Mamadi Doumbouya. Voilà, qui n'a presque pas bougé. Qui est un confrère. Un homme du monde de la communication. Donc je pense que ce sont des piliers sur lesquels le ministre se base, parce qu'un ministre c'est le manager. C'est lui qui met en œuvre la vision, il coordonne
Donc il suffit qu'il ait des bons cadres et qu'il y ait une sorte de complicité entre lui et ses cadres. Il se base sur eux pour développer la vision du président, pour dérouler sa feuille de route. Alors Dame Siré Silla, qui prend la tête du ministère de l'économie, des finances et du budget, un ministère en portefeuille aussi lourd, est-ce qu'aujourd'hui cela s'inscrit quand même dans ce cadre, disons, du discours même du président de la République lors de son investiture, qui dédie une partie quand même, disons, de ce septennat aux femmes et aux jeunes? Oui, c'est un des signes qu'il fait confiance aux femmes, qu'il ne croit pas aux préjugés, aux stéréotypes, comme quoi on ne peut pas confier tel secteur à une femme. Sauf si j'oublie, si on regarde dans le rétroviseur, elle doit être la deuxième femme, non, pas une première, c'est la deuxième après Malado. Malado, Malado, ministre de l'économie au temps du professeur Alpha Condé. Non, pour une fusion. Là, on disait que c'était encore, je vais dire, une erreur de confier ce secteur à une femme, mais elle a fait ses preuves, au point que les gens lui en voulaient pour sa rigueur, d'abord au travail. Il y avait du contrôle sur la ponctualité des gens, leur concentration au travail, mais sa rigueur dans l'élaboration du budget, elle était aux aguets, elle suivait l'exécution des dépenses et tout le reste. Comme pour dire que s'il faut sauver son argent, pour sauver son argent, il faut confier à une femme. Moi, je suis tenté de le croire. Maintenant, le président Mamadi décide de confier ce secteur stratégique important, là aussi, à une femme, ma foi. Elle vient du monde aussi des finances, puisqu'elle a travaillé, je crois, à la Banque mondiale, en tout cas, dans les institutions de Bretton Woods. Oui. Donc là aussi, elle connaît les interlocuteurs. Parce que quand on parle de revues annuelles ou revues à mi-parcours de l'état de santé de notre économie, les missions du FMI qui arrivent, de la Banque mondiale, les questions de prêts, les questions de levée de fonds. Donc si vous avez déjà un pied dans ce secteur, dans ce milieu-là, vous connaissez les acteurs, vous savez leur exigence, donc elle est déjà préparée. Je pense qu'elle a déjà une sorte de, si vous voulez, de prérequis, de ressort pour bien entendu veiller sur l'économie. Et encore une fois, elle a aussi un grand département qui regorge de grands techniciens. Il y en a qui ont un parcours de 20 ans dans le ministère de l'économie et des finances et du budget, des hauts cadres qui sont encore là, tapis dans l'ombre, sur lesquels elle peut s'appuyer alors pour réussir sa mission, justement. Alors 4 nouvelles têtes parmi les 20 qui sont nommées à la tête de ces départements ministériels. Soit 80% de reconduction. Ma question, c'est de vous demander, M. Ouri, que vous inspire de plus de toutes ces reconductions, quand on sait que parmi tous ces ministres, certains ont mouillé le maillot lors de la campagne présidentielle afin de permettre le président Mamadi Doumbouya d'être élu président pour ce septennat. Est-ce que cela est synonyme aujourd'hui de récompense de ses partenaires qui ont battu campagne avec lui lors de la présidentielle dernière? Non, je pense que c'est synonyme de renouvellement de confiance. Tout simplement. Il y a des gens, forcément, qui n'ont pas mouillé le maillot, qui sont nommés ministres. Patricia, les entrepreneurs, Patricia... Je parle des reconduits. Oui, non, je veux dire, si ça s'est résumé à la question de récompense... C'est une analyse, oui, évidemment, je comprends. Je pense que Patricia n'était pas en campagne, voilà, on pourrait dire. Elle n'est pas politicienne, elle n'est pas politiquement engagée, et tout ça, on allait la pêcher pour son profil, pour ses compétences. Donc je pense que ce qui prime d'abord, c'est est-ce qu'ils sont compétents, est-ce qu'ils ont fait du résultat à leur poste. Pour moi, c'est ce qui a prévalu dans leur choix. Et je me dis que le président a besoin d'une certaine continuité dans un certain temps. Vous avez des grands projets qui ont été lancés, des réformes qui ont été initiées dans certains ministères. Et il ne faut pas peut-être distraire les gens, il faut maintenir les mêmes pour qu'ils continuent, qu'ils finissent ces réformes, qu'ils fassent ces chantiers. Peut-être en ce moment, il va leur confier une autre mission quelque part. Nous avons des échéances d'enjeux qui arrivent, ce sont des élections législatives. Vous avez des indiscrétions qui laissent entendre que certains pourraient aller à l'Assemblée nationale. Si c'est le cas, c'est du politiquement correct et vous les laissez travailler. Et puis quand viendront les élections, ils vont battre campagne, ils vont se porter candidat. Et puis s'ils sont élus, ils vont à l'Assemblée nationale. Puis après, le président a le plein droit de reconstituer encore l'équipe gouvernementale. Pour moi, d'abord, c'est un renouvellement de confiance
qu'une sorte de, si vous voulez, récompense politique. Politique. Alors un mot sur Ibrahim Khalil Condé, celui qui a eu les élections récemment, le ministère de l'administration du territoire qui a organisé les élections. Parce oui, qu'il a été aussi reconnu. Il a été, on va dire, un vieux sage avec son bras de militaire, mais dans un gant de velours. Il n'y a pas eu de violence sur le terrain, il n'y a pas eu d'agression, ça s'est passé dans l'accalmie. Je pense qu'il a ce mérite parce que tout le monde est d'accord que c'est une première. On n'a pas vu des centres de vote incendiés, on n'a pas vu des bulletins de vote ventilés un peu partout par terre. Ça s'est passé dans une sorte d'accalmie. Je pense qu'il a le mérite de rester et aux yeux du président de continuer parce que le processus va continuer. Il y a les législatives, les communales, les sénatoriales et tout ça qui reste pour moi. Il veut le garder encore une fois parce qu'il mérite d'être là. Alors, pour une première fois, depuis l'avènement quand même du CNRD au pouvoir d'abord et aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya, il y a eu changement à la tête du ministère de la Sécurité, de la Protection civile. Le général Bachir n'y est plus. Aujourd'hui, est-ce que cela quand même annonce, disons, un véritable changement et surtout aussi des surprises pour des nominations à venir? Alors, le président, quand il met fin à la fonction d'un ministre, d'un directeur général, d'un préfet, d'un sous-préfet, d'un conseiller, en tout cas tous ceux qui ont bénéficié de son décret, de ce privilège-là, ce n'est pas comme s'il mettait fin à votre carrière administrative. Les gens croient toujours que quand on enlève quelqu'un au poste de ministre, c'est la fin du monde. Ça veut dire peut-être que le président n'a plus confiance en lui. Non, ça peut être qu'il vous enlève à ce poste parce qu'il voit une autre mission pour vous ailleurs. Et il vous donne un temps de pause, un temps de repos. Après, il vous affecte une autre mission. Le ministre Bachir a fait 4 ans à ce poste. Maintenant, il a fait des réformes. Il a transformé le visage de certains commissariats. Et rien n'est pour l'heure acquis, puisqu'il y a encore des ministères qui restent. Qui restent, bien entendu. Il a changé le visage de beaucoup de commissariats. Vous voyez les commissariats qui sont devenus modernes. Regardez le siège de la police régionale de Conakry, à côté de la prison de Coronti. Honnêtement, aller à Labé, aller à Mamou, aller à l'intérieur du pays, des commissariats où quand vous partiez souvent, vous avez du mal à vous asseoir, vous ne pouvez même pas respirer. Mais voilà, tout est clean. On est en train de changer l'image de la police nationale. Maintenant, il y a des formations, la conscientisation des policiers dans leur activité vis-à-vis de la population, ainsi de suite. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Pour l'instant, on a mis un autre homme de tenue à sa place. C'est sûr que le président a une autre mission pour lui. Quelque part, il peut être conseiller, fort de toute cette expérience au poste de ministre. Parce qu'il y a encore des ministères régaliens. Non, et puis il y a des postes de conseiller à la présidence de la République. Ce que vous ne savez pas, c'est que la présidence de la République doit être meublée. Il n'a pas été suffisamment meublé depuis les 4 ans de transition. Il y a suffisamment de conseillers, les conseillers économiques, les conseillers sur les questions stratégiques, les questions d'enjeux. Le président doit avoir des conseillers, mais des grands conseillers à ses côtés sur ces questions-là. Il y a le travail du gouvernement qui met en œuvre la vision, qui exécute, mais il y a des conseillers aussi qui doivent évaluer souvent, dire au président voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite. Donc il va meubler la présidence. Donc je pense que certains qui ont duré sur le terrain ministre peuvent se retrouver conseillers à ses côtés pour continuer à... Est-ce que cela ne ressemblerait-il pas quand même à ce qu'on a vu quand même sur Alpha Condé, un autre garage à la présidence? Non, c'est souvent le recyclage. Mais c'est normal. Ce n'est pas un garage, c'est prévu dans l'architecture, voyez-vous, administrative de la présidence. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Oui, c'est ce qui se passe même avec Ouattara. Aux États-Unis, en France, le président, il a des conseillers. Maintenant, s'il prend quelqu'un au gouvernement qui le nomme conseiller, c'est parce qu'il sait que celui-là peut lui être utile. Et pourquoi on est conseiller? C'est parce que la personne maîtrise les dossiers, les grands dossiers. Bien sûr. Donc si vous prenez quelqu'un fraîchement, qui était dans l'action, qui était dans des dossiers, par exemple sur les questions d'infrastructure, ou qui était ministre de l'économie, et vous le mettez conseiller, ça veut dire qu'il a des éléments pour pouvoir vous conseiller sur les questions-là. Alors, vous n'allez pas le prendre nulle part et puis vous le nommez conseiller économique, alors qu'il ne peut pas confondre le ministre de l'économie, alors qu'il ne peut pas confondre des partenaires, il ne peut pas vous donner des avis techniques
sur des grands dossiers, sur les questions économiques ou même de sécurité nationale, ma foi. Donc les conseils, ce n'est pas, ce n'est pas banal, et il faut effectivement que c'est le purement président stratégique. meuble effectivement la présidence pour que tous les conseillers prévus dans l'architecture, dans la nomenclature, se retrouvent autour de lui à la présidence. Dans le même secteur, on va rebondir pour demander ceci. C'est beau de citer des réformes engagées dans ce secteur, mais vous, dans ce secteur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a encore des problèmes, des défis à relever. À un moment donné, Conakry était plongé dans une insécurité totale, des cas de kidnapping par-ci, par-là. Oui. Alors, le nouveau ministre de la Sécurité, qui est le général Mohamed Ahmed, Ahmed Mohamed, justement, doit avoir également du pain sur la planche de ce côté-là pour rassurer les citoyens guinéens en ce qui concerne leur sécurité, mais aussi la sécurité de leurs biens, M. Ouri. Oui, pour moi, cela fait partie de ce que j'appelle un des indicateurs d'attractivité et de fréquentabilité de notre pays, la sécurité. C'est très important. Et je l'ai toujours dit, avant la nomination de Baouri, avant sa reconduction, avant la nomination du ministre de la Sécurité, je disais il y a à peine 48 heures en arrière que le président, j'imagine, Mamadi Doumbouya, donnera des grandes orientations au futur ministre de la Sécurité. C'est de mettre en place un gros mécanisme, n'est-ce pas, de lutte contre l'insécurité dans notre pays, de traque des grands bandits, de lutte contre ces phénomènes que vous venez de décrire, de disparition, de kidnapping et de tout ce qui met les Guinéens et les étrangers établis sur notre sol en insécurité. Nous devons tous, tant que nous sommes, retrouver ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité fait partie justement des éléments d'évaluation, la fréquentabilité d'un pays. Si les gens qui sont en dehors de notre pays veulent venir investir, ils posent la question, est-ce qu'il y a de la sécurité dans ce pays? Si on leur dit chaque jour on enlève les gens, chaque jour les gens disparaissent, chaque jour les bandits tuent, comme en Afrique du Sud, comme je ne sais quel autre pays insécure, les gens n'auraient pas le courage de venir. Et ceux qui sont ici localement n'auraient pas le courage d'investir ou je ne sais pas, de faire ce qu'ils doivent faire. Donc il a du pain sur la planche, il doit faire ce travail pour que, comme je l'ai dit, tous les Guinéens retrouvent à nouveau ce sentiment de sécurité. Et puis vous joignez à ce sentiment de sécurité la question de la justice équitable. Justement, d'où nous allons parler, Ibrahim Toungara. Également, c'était ma question. Aujourd'hui, il y a Kairaba quand même qui perd son portefeuille au profit, disons, de l'ancien juge, l'ancien juge parce qu'il devient carrément ministre de la Justice, Ibrahima de Tounkara, qui a conduit le procès emblématique du 28 septembre. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'homme et quelle lecture faites-vous de ce changement? L'homme, je ne le connais pas, je l'ai vu de loin, dans le théâtre du procès du 28 septembre, observé de loin. Je crois que vous autres, vous deviez être souvent là-bas au tribunal. Mais tout le monde est unanime que c'était un monsieur calme. C'est un monsieur qui a ce qu'on appelle le self-control, qui a maîtrisé la cour, et puis dans sa véritable juridiction, en fin de compte, après les arguments et contre-arguments, a rendu le dernier verdict dans le procès, sans état d'âme. Et donc, il a une charge de, si vous voulez, redorer le blason de ce secteur s'il y a tant et tant d'incertitudes. Un secteur qui semblait comme la base de l'aile. Oui, c'est ce que j'ai dit. S'il y a tant de doutes, il a la mission donc de redorer le blason, de continuer à rassurer tous les justiciables. Et je le disais, nous sommes à un stade où la Guinée est maintenant de retour dans le concert des nations, de retour dans le cercle des partenaires. Donc on veut que les investisseurs viennent. On veut que les investisseurs locaux d'abord qui sont là commencent à réinvestir parce qu'on sait que certains avaient amoindri leur investissement étant dans le doute, le flou de la transition. Mais pour les rassurer, la justice est là pour ça, pour dire que vous êtes des agents économiques. Si jamais vous êtes en litige avec un autre agent économique, en litige avec l'État qui est aussi justiciable, la justice sera équitable. Donc ce monsieur, voilà pourquoi j'ai dit qu'un mandat, l'autre nom d'un mandat, je le dirai chaque fois que je m'exprimerai, l'autre nom d'un mandat présidentiel, c'est le renouvellement d'espoir. Donc rien qu'en voyant la tête de M. Tounkara,
vous avez déjà, vous pouvez faire un sondage imaginaire, vous dites que certains Guinéens sont déjà rassurés, ils vont se dire, ah oui, ce monsieur, il est bien, oui, ce monsieur, c'est bon. D'ores et déjà, avant même qu'il entre en action, ça renouvelle l'espoir, cette assurance en nous tous ici. En attendant maintenant qu'il soit confronté à la réalité du terrain. Voir à l'œuvre. Mais c'est déjà, c'est ça la politique, c'est déjà ça. Les choix que vous faites, des politiques publiques, des décisions que vous prenez, que ces choix-là, ces décisions-là déjà donnent de l'espoir aux citoyens, que ça leur procure une certaine assurance. En attendant que la réalité donne le contraire de cela. Pour l'instant, M. Tounkara bénéficie de ce qu'on appelle le bénéfice du doute, permettez-moi le pléonasme. Donc je prie qu'il puisse mériter cette confiance et du président et de la population pour que la justice guinéenne rassure davantage, parce que c'est les deux pôles, la sécurité, la justice. Si on les redore, si on continue à faire les bonnes réformes, à rassurer, les investisseurs étrangers vont courir pour venir, ceux ici vont continuer à investir, les citoyens seront contents de circuler sans avoir justement assez de stress et d'inquiétude pour leur sécurité. Restons sur l'actualité nationale et parlons maintenant de ce thème central qui nous réunit ce matin dans cette émission, Ouli. On parle de cet objectif fixé ou affiché par le Premier ministre Amadou Riba, aujourd'hui qui est chargé d'élargir la GMD. La GMD, c'est la Génération pour la Modernité et le Développement, un mouvement que vous avez soutenu. À sa tête, le président Mamadi Doumbouya, élu récemment, et qui va en tout cas faire un mandat de 7 ans, 7 ans à la tête de la République de Guinée. Baouri parle d'union, de bloc politique, il parle de discipline et surtout de soutien de l'action du président Mamadi Doumbouya. Mais il le dit avec une condition très simple et très stricte. Il faudrait que les partis politiques et mouvements de soutien acceptent de se fondre dans la JMD. Alors que cette question, quel avenir pour vous qui avez accepté de soutenir le président Mamadi Doumbouya et la JMD? Est-ce qu'aujourd'hui, Ouri est prêt à laisser le MPL pour la JMD? Alors d'abord, j'aimerais dire que, au demeurant, le mouvement des patriotes libéraux, le MPL, n'est pas un parti politique formalisé, formel en tant que tel. C'est un mouvement qui constituait un parapluie, un creuset de débats, de rencontres sur notre objectif principal, qui était la promotion, ou qui est encore la promotion des candidatures indépendantes. Quand j'ai décidé d'arrêter l'exercice du métier, que je me suis politiquement engagé, je me suis dit, je ne vais pas dans un parti politique formalisé qui est déjà sur place. Je m'engage pour être candidat indépendant. Je fais la promotion de la candidature, des candidatures indépendantes. Pour moi, je voulais que cette fois-ci, il y ait des gens qui n'ont pas été des politiciens, comme on le dit ici, de carrière, qui n'ont pas été des gens actifs tous les jours au point qu'on confondait leur métier à la politique. Voyez-vous, que ce soit des gens comme nous, anciens journalistes, des gens comme anciens fonctionnaires qui ont arrêté leur activité et qui veulent maintenant venir être utiles, se rendre utiles, impacter la vie nationale et qui s'engagent en politique. Et vous savez qu'habituellement, pour être candidat, il fallait forcément être dans un parti politique. Et certains ont été confrontés à des tracasseries politiques souvent. Quand vous voulez être candidat, on dit venez dans mon parti politique, on vous présente comme candidat pour la commune X, la commune Y, ou être candidat pour être président de la République, et je m'efface pour toi, mais tu payes la caution, tu payes l'argent, il y a des tracasseries. Donc je militais pour que la nouvelle constitution donne des possibilités à tout citoyen qui nourrit une ambition d'être porté à des fonctions électives comme député, comme maire, comme président de la République, d'être candidat indépendant. C'est la promotion de cela que nous avons fait au MPL. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que malgré que le président de ce mouvement n'a pas été d'abord candidat pour la présidentielle pour des questions de critères d'abord d'âge, mais nous sommes fiers que ce soit un candidat indépendant qui soit élu. Ça veut dire que le président actuel de la République est le fruit de notre lutte. On a lutté pour qu'il y ait un candidat, des candidatures indépendantes, ça a été consacré par la Constitution. Il y a eu 2 candidats indépendants, nous avons soutenu l'un d'entre eux qui s'appelle Mamadi Doumbouya qui est élu. Donc, par logique, Mamadi est le fruit de notre lutte.
Je voulais, en préambule, rappeler cela. Et maintenant, ce candidat indépendant élu veut formaliser, n'est-ce pas, la structure qui était informelle, qui n'était pas un parti politique, la GFD. Ouais. Il est allé en candidat indépendant. Il faut que les gens sachent ça. Ce candidat indépendant qui est élu veut maintenant mettre en place un parti politique formel, formalisé, structuré, élargi. C'est ça la mission qu'il a confiée au Premier ministre reconduit Bahouri en lui disant, dans le dernier paragraphe du décret qui mettait fin à leur fonction, de s'occuper de l'élargissement de la GMD. Donc j'entends par là un Mamadi Doumbouya qui est toujours dans sa posture de rassemblement, d'ouverture, et qui dit au PM, va vers les autres, convainc-les pour qu'ils nous rejoignent afin qu'on bâtisse ou que nous bâtissions une grande famille politique qui va s'appeler la GMD. C'est ça le message. Maintenant, le choix des mots et du ton de celui qui a cette mission, chacun peut apprécier comme il veut selon son angle. Mais moi, c'est le message que le président lui a donné. Donc pour moi, ce n'est pas une menace qu'un parti au pouvoir veuille s'élargir, veuille absorber les autres. L'exemple qui est plus concret, vous comprenez et qui est la plus démarche. récent, je donne l'exemple, c'est l'exemple du RPG Arc-en-Ciel. Oui, en 2010, le RPG, avec l'aide de ses alliés à l'époque, remporte l'élection, puis après, il se concerte, il crée le RPG Arc-en-Ciel, qui absorbe d'autres qui vont donc se fondre dans le RPG Arc-en-Ciel, et ça devient une grande famille politique qui a géré le pays jusqu'à l'avènement justement du CNRD. Donc pour moi, ce n'est pas mauvais en tant que tel, c'est du politiquement correct. Bien, politiquement correct, donc aujourd'hui, vous comprenez la démarche de la GMD, pas même de Amadou Riba. Ça se comprend. Si vous avez déjà soutenu un projet, ça veut dire que vous voyez dans la même direction. Donc que le porteur du projet dise « je veux que vous me rejoigniez ». Définitivement. Pour que nous formions une grande famille politique. Attention, la demande n'a pas été adressée à Dr Faya Milimolo, qui était challenger de Mamadi, ni à Yoro Baldé, qui était challenger, ni à qui encore Abdoulaye Kourouma, qui était adversaire, ni à Mohamed Nabé, qui était adversaire direct, ni à Adam Makale, qui était adversaire direct. Le message n'est pas adressé à Dr Ousmane Kaba, à Lansana Kouyaté, à Sidia Touré, à Selouda Ndiallo, même si son parti est suspendu et que cela est même inimaginable. En tout cas, ça ne leur est pas adressé. Le message est adressé à ceux qui ont soutenu sa candidature. Ça veut dire que naturellement, c'est des gens qui sont déjà prédisposés à travailler avec lui. Pour moi, ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais. Voilà. Maintenant, chacun doit analyser la situation. Chaque acteur, chaque allié peut maintenant se réunir avec sa base. Est-ce que nous acceptons ou est-ce que nous n'acceptons pas? Le président lui demande l'élargissement de la GMD en tant que mouvement politique, peut-être parti politique en perspective, en futur. Le Premier ministre vous demande à fondre vos partis, vos formations politiques dans la GMD pour bâtir une grande formation politique telle que vous l'appelez. Mais est-ce que vous, les partis soutiens que vous êtes, est-ce que vous étiez préparés à cela, de l'élargissement de la GMD en passant par la fusion demandée par le Premier ministre qui est même strict là-dessus et catégorique? Vous devez laisser tomber vos partis pour venir appartenir désormais à la GMD. Est-ce que vous étiez préparé à cela en soutenant lors même de la campagne présidentielle le mouvement GMD? GMD, hein, attention. J'ai dit le mouvement GMD. Ok, attention, parce qu'après, il y a J et G qui se... J'ai dit mouvement GMD. Ok. Non, Génération pour la modernité et le développement. Bon, moi, dans les modélisations que j'ai faites, je voyais déjà ce schéma. Ce schéma, parce que c'est obligatoire. Après l'élection, il ne resterait pas Mamadi Doumbouya président. Il lui faut une formation politique. Donc la GMD forcément va devenir un parti politique, doit se structurer, on doit installer les fédérations. Ce n'est pas les directoires de campagne qui sont automatiquement les fédérations. Attention, si vous adhérez, Bahouri l'a dit, vous êtes comme membre fondateur, au même titre que le président du parti, président de la République. Vous êtes membre fondateur. Donc, vous aurez les mêmes droits. Si on veut mettre le bureau politique, on définit les critères d'élection dans le bureau politique. Si vous avez l'ambition d'y être, vous vous présentez. Même si vous êtes un des alliés qui a rejoint.
si moi j'ai mon élément à l'intérieur du pays, je prends la préfecture de Kérouané par exemple, qui est très respectée, qui a une base assez importante à Kérouané, avec moi qui avons adhéré à la GMD et qu'on doit installer la fédération GMD à Kérouané, il a l'ambition d'être dans le bureau fédéral ou même être le fédéral. Il se porte candidat, il peut être élu, il a le même droit que ceux qui étaient déjà là. C'est ça le message. Oui, mais des partis certifiés que vous êtes vont disparaître. Moi, je n'ai pas de certificat. Je suis un mouvement. Maintenant, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de partis certifiés, en tout cas, qui sont alliés. Moi, est-ce que des alliances... On va aller en pause, le temps pour nous de revenir pour continuer ce débat. Vous l'avez compris, vous êtes dans le scanner et nous avons comme invité ce matin Mamadou Ouli Diallo, journaliste, ancien journaliste, il est difficile de le dire, en tout cas aujourd'hui il est homme politique à la tête du MPL. C'est un mouvement qui est le mouvement des patriotes libéraux, qu'il conduit depuis un certain moment. La pub, derrière on se retrouve pour poursuivre le débat avec lui. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision. À République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé, s'il faut le dire, la division. Donc, de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, mais on est là, on vous respecte, on vous aime et on vous considère, quel que soit ce dilemme, nous on va... Pour que la Guinée soit reconnue à l'international. Et quand on voit ces genres de... Climatisé. Et maintenant... Là, tu fais de compter, vas-y, quand tu veux. Petit soleil,
Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Merci d'être des nôtres. Si ça maintenant vous nous rejoignez dans cette émission, le scanner, nous sommes dans la deuxième et dernière partie, encore 30 ou autour de 30 minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Vous êtes sur Cavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Comme invité de ce matin, nous recevons Monsieur Amadou Ouri, je dis Mamadou Ouri, parce que j'ai trop de Ouri aujourd'hui. Mamadou Ouri Diallo, il est le président du MPL, c'est un mouvement aujourd'hui en soutien, fervent soutien aux bâtisseurs, si on peut l'appeler comme ça. Mamadi Doumbouya, président de la République, il est le patron aussi du mouvement, la GMD, Génération pour la modernité et le développement. On parlait de cette injonction. Je pèse mon mot. Injonction d'Amadou Riba, Cheikh. Alors moi je posais la question, vous semblez comprendre la démarche aujourd'hui proposée par le président de la République, mais est-ce que élargir la JMD est synonyme d'effacement des alliés que vous êtes? Ce n'est pas de l'effacement, c'est de l'intégration, c'est du rassemblement, c'est de l'union. C'est un mouvement d'ensemble. De la même façon que le RPG Arc-en-Ciel est né en absorbant d'autres partis, la GMD... Oui, mais à entendre le Premier ministre, c'est comme si vous allez cesser d'exister. Voilà. Un ordre, c'est comme un ordre. Bon. C'est ce qu'on vous demande. Ça ressemblait à une mettre sur vos formations politiques et venir élargir le mouvement, ou peut-être que la future formation politique GMD, les alliés que vous êtes vont cesser d'exister pour donner naissance à la GMD parti politique. Non, en réalité, on ne cesse pas d'exister. On vient à la GMD pour faire exister la GMD. Voyez-vous? Maintenant, vous cessez d'exister en tant que parti politique, formation politique. C'est ce que je dis. Alors que la plupart des partis alliés de GMD sont certifiés, s'il faut le dire. Oui, ils sont certifiés. Ouais. Maintenant, ce qui se passe, le PM aurait dit simplement, le président m'a chargé d'élargir la GMD. On va discuter avec les partenaires politiques pour que nous travaillions tous à cela, que nous formions tous la même grande famille politique. Alors, si ça aurait été encore un autre message, mais ça veut dire la même chose. On se verrait, on se voit à huis clos, on en discute, les gens acceptent d'adhérer, et ça veut dire que on ne les a pas forcés du tout, il n'y a pas un bâton derrière eux pour dire qu'il faut forcément rentrer à la GMD. Maintenant, ils abandonnent leur parti ou ils fusionnent. C'est ce qui s'est passé
par le passé. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous étiez préparé à cela? Oui, moi je voyais ce schéma. Moi, en tout cas personnellement, je voyais ce schéma, je vous l'ai dit. Préparé à la sortie par exemple du Premier ministre, c'est ce que je dis. Ce n'est pas le schéma d'élargissement de la JMD, mais plutôt cette sortie, parce que vous parlez peut-être d'un tête-à-tête à huis clos, d'une rencontre avec normalement préalablement qui devrait être les caméras pour discuter, mais pas devant les caméras et les micros sans même concertation préalable avec les partis alliés que vous êtes, et puis un petit matin ou une petite soirée, un petit soir, venir avec un coup de marteau pour dire que les alliés que vous êtes, vous allez disparaître pour donner naissance à la JMD. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous étiez préparé à une telle sortie de Bahouri? Comment vous la comprenez aujourd'hui? Je n'étais pas préparé à cette sortie, ni à ce ton qui paraît comme une injonction. Il faut. C'est ce qui se dit dans l'opinion. C'est une injonction. Il faut dire, il faut appeler les mots. Maintenant, il faut comprendre l'homme parce que, voilà, Bahouri, c'est quand même quelqu'un qui est passé par l'induction civilo-militaire. Attention. Oui, évidemment. Attention, je termine. C'est un politique chevronné, il est respecté pour ça. D'ailleurs, ça a été... On va s'écouter. Même si ça n'a pas duré, il est quand même passé au camp. Il a eu les bases d'une certaine formation militaire. Et puis, pour s'être frotté tout le temps au général et à ses collaborateurs, j'ai l'impression qu'il a fini par leur voler leur vocabulaire, même si eux ils sont en train de devenir maintenant d'emprunter le vocabulaire civil. Et, en fait, il y a un échange de vocabulaire qui se passe. Je mets ça à ce compte-là. Et c'est pour ça qu'il utilise les formules d'injonction. Sinon, c'est très clair. On n'a pas pris le bâton pour moi me dire venez soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Alors, si je ne veux pas, mais librement, je n'irai pas. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis allé de ma libre... de ton libre chef, de mon libre choix. Attention, nous sommes allés sur le terrain. Il y a eu du travail. L'encre, il n'a pas encore fini de partir. J'ai voté pour lui. Je suis allé sur le terrain, j'ai convaincu ma base militante, même si elle n'est pas aussi... assez grande comme les traditionnels partis politiques, mais quand quelqu'un vous fait confiance, que vous arrivez à lui faire changer d'opinion, vous lui dites votez pour X, il le fait. À commencer par votre famille, par vos amis qui vous croient, qui vous respectent, par vos militants qui vous croient, qui vous respectent. Il y a eu du débat, on allait sur le terrain et on a dit aux gens votez pour lui, il a voté pour eux. Et alors personne ne nous a donné des injonctions pour cela. On nous a sollicité tranquillement, sereinement, et nous avons accepté. On vous a sollicité? Oui, bien sûr, c'est ça. On nous a sollicité. Nous sollicitons que vous joigniez à nous pour battre campagne, soutenir le projet de Doumbouya. Nous avons analysé, regardé le projet et il raconterait... Qui vous a sollicité, vous, l'entourage, bien entendu, l'entourage du candidat, bien entendu. Alors, donc c'est ce qui s'est passé. De la même façon, je ne crois pas que c'est par voie d'injonction qu'on dirait à ses alliés, il faut que vous fassiez ça. Non, c'est le dialogue qui va continuer. On se retrouve en échange. Voilà la mission, voilà la vision. Donc c'est la communication qui a manqué peut-être? Bon, je ne sais pas. Je dis toujours que la question du ton du porteur du message peut poser débat, comme vous le faites ici, aux yeux des observateurs que vous êtes, des analystes que vous êtes, vous en déduisez que c'est des injonctions. Donc je pense que ça peut être sujet d'incompréhension. Maintenant, dans le fond, moi je sais que le message du président, c'est de rassembler. Le message du président, c'est de convaincre par la pédagogie, pas par des injonctions, pour que les gens adhèrent. Et si quelqu'un laisse son parti se faire absorber par la GMD, qui deviendra parti politique bientôt, ce n'est pas une première dans l'histoire. Il y a l'exemple national, même local. Vous confirmez que la GMD sera bientôt un parti politique? Mais faut bien qu'il soit un parti politique formalisé. Non, c'est ça. Mais ça doit être un parti politique qui va être structuré sur le terrain, qui va installer ses bases, ses fédérations, ses sections, ses sous-sections. Et puis, on va maintenant aux échéances prochaines, les législatives, les communales et d'autres. Et puis, gouverner le pays. Pour moi, c'est ça. C'est le message du président, le rassemblement, l'élargissement,
Maintenant, on peut discuter sur le ton utilisé. Maintenant, on peut se retrouver en famille, discuter. Et il y aura ces rencontres. Parce que le PM a rencontré déjà certaines coalitions. L'AFDD, dont je suis le porte-parole, il faut d'ailleurs le rappeler, l'AFDD, qui a été la première coalition politique à prendre la parole officiellement, à visage découvert. Je crois 24 heures après que le président Mamadi ait annoncé sa candidature, je ne parle pas de ceux qui étaient déjà avec lui depuis 4 ans. Je parle de coalitions politiques qui ont clairement annoncé leur soutien à sa candidature. C'était l'AFDD qui a ouvert le bal. Il y avait bien avant, je crois, l'EPG. L'EPG déjà était avec lui. Non, je te dis, je ne parle pas de ceux qui étaient avec lui. Ah, d'accord. L'EPG était avec le patron. Déjà. Donc, c'est pour ça que l'AFDD est en tête de liste des alliés. Donc, même si on reçoit en dernier, en fin de compte, parce que d'autres ont été reçus, nous attendons. Maintenant, cette rencontre avec le Premier ministre qui a cette charge, cette mission du président, il y aura cette discussion. Ça ne sera pas du dogmatisme. Alors on va discuter, voilà le message du président. Nous voulons que vous nous rejoigniez. On va discuter. Si on est convaincu, si on se comprend, quel est le modus operandi pour aller vers la mise en place de cette grande famille, les modalités. On en discutera. Aujourd'hui, quand même. Maintenant, au sortir de ça, si tout le monde est convaincu, on y va. Si on n'est pas convaincu, on n'y va pas, et ça ne voudra pas dire, attention, que si vous voulez garder votre parti politique, parce que vous avez déjà été certifié par le même gouvernement, vous avez le certificat de conformité, ça ne veut pas dire qu'on va dissoudre votre parti, parce que vous n'avez pas accepté d'aller à la GMD. Vous pouvez... si vous n'acceptez pas, en parti, on pourrait dire que vous pourrez aussi devenir... Vous devenez dissident. Un opposant. Non, pas forcément, justement. Non, pas forcément. Non, les gens, en fait, moi, dans mon plan personnel, c'était quoi? Je me suis battu pour la promotion des candidatures indépendantes. Mamadi a été un candidat indépendant élu. Première fois dans l'histoire politique de notre pays. Candidat indépendant élu président de la République. La première fois dans l'histoire politique de notre pays, il pourrait y avoir des candidats indépendants élus députés. Pourquoi pas? Voilà. Maintenant, si on barre le chemin à ça, tant mieux. En tout cas, je sais qu'il y aura des candidats indépendants. Même si moi, je ne le deviens plus, c'était mon objectif. Et si on a... Je dis, si je ne le deviens pas, ça dépend de tout ce qu'on aura comme discussion. Si jamais... on se comprend avec... Attends, je termine. Si on se comprend... Député? Oui, non, pas du tout. Alors la fin... Vous pouvez même être député en étant quand même... En étant dans... À la GMD, oui. La GMD. En étant sur la liste nationale. Mais en fait, voyez-vous... En fait, le combat qu'on a mené, tel qu'on l'a réussi pour Mamadi, je l'ai dit, première fois dans l'histoire, candidat indépendant élu, mon objectif, mon rêve aurait été que j'aille sur le terrain en tant que candidat indépendant, me battre par mes propres moyens, mes arguments, avec l'aide aussi justement de ce partenaire, la GMD, qui dirait oui, on a quand même un partenaire qui nous a soutenus jusqu'à l'élection du président Mamadi, qui est candidat indépendant, on va le soutenir dans telle zone, dans telle zone, dans telle zone. Si je suis uninominal, par exemple à Sonfonia, on dit bon, on va le soutenir à Sonfonia. Ainsi de suite. Alors c'est à ce schéma idéal que je m'attendais. Maintenant, c'est la politique. Il y a de la mutation, elle est dynamique. Il y a des zones d'ombre, il y a des angles morts. Maintenant, si ce nouveau schéma s'est affiché, on va l'analyser. Et puis, on prendra la décision qui s'impose. Le temps est donné. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple. Le temps est déjà donné. Je te demande pardon, Mohamed, c'est vrai. Alors, le temps est déjà donné. Si vous, en tant que président du parti MLP, Monsieur MPL, pardon, Monsieur Amadou Ouri Diallo. Si on vous demande de fondre aujourd'hui votre parti dans la JMD. Pas un parti, son mouvement. Son mouvement, pardon, dans la JMD, vous allez l'accepter ou pas? Quelle est votre position? Déjà, à l'instant où je vous parle, le sujet est posé sur nos différentes plateformes. Et en présentiel, nos antennes déjà installées dans quelques régions à l'intérieur du pays vont en parler. Et puis, on va remonter les résultats. S'il y a une majorité qui se dégage, eh bien, moi, je serai obligé de m'aligner, même s'il est dit que ce sera des adhésions individuelles, les gens ne viennent pas avec leur bureau. Mais pourvu que, si le président vient seul adhérer, faut-il que les autres convaincus aussi puissent adhérer, même si c'est en tant que citoyen. Et puis, chacun va faire prévaloir son droit d'adhérent de la GMD dans sa localité.
Voyez-vous, si moi j'adhère, je vais défendre mes droits à l'intérieur des instances de la GMD. Maintenant, mon élément qui est à Kerouani, qui est à Zérékoré, qui est à Doubreka, à Khorira, à Khorira, il va faire valoir ses droits de militant de la GMD là-bas, quand il sera question d'installer les structures. Même s'il adhère individuellement, séparément de son président que je suis. On va coordonner nos actions parce que nous adhérerons ensemble. C'est ce qui va se passer. Maintenant, tout ça arrivera quand on va finir les consultations, nous sommes là-dessus. Et puis quand on aura cette fameuse rencontre avec le PM, pour l'instant l'AFDD, dont je suis le porte-parole, n'a encore ni été appelé, ni été programmé pour une réunion. Donc nous attendons sagement, nous pensons que nous allons discuter. Et puis il n'y a pas de complexe quand même, hein. Moi je le dis d'ores et déjà, à dire que nous appartenons désormais à la GMD, pourvu qu'on se comprenne, parce que c'est la politique, c'est pas la religion. Si vous avez les mêmes intérêts, vous vous entendez sur la même question, vous partez ensemble. Mais il n'est pas question de dire que bon, on vous a enjoint, il y a un bâton quelque part, on vous dit il faut que vous partiez, vous pouvez ne pas partir, vous restez guinéen, vous avez votre nationalité, voilà quoi, vous êtes guinéen, vous restez là. Maintenant, c'est la politique, on va en discuter, on verra ce qui va en résulter. Alors, vous n'avez pas quand même vu ce coup venir, vous avez été pris à des je m'y attendais. Deux pourvues. Je m'y attendais. Pour la sortie de Bahouri, naturellement, oui. vous l'avez reconnu. Oui. Aujourd'hui, la balle étant déjà partie, comment faut-il aujourd'hui pour le Premier ministre quand même de se rectifier, si on peut le permettre, par rapport à cette sortie? Vous trouvez quand même que l'endroit n'était pas aussi propice et que c'était face au soutien direct, notamment pas des alliés, parce qu'il y a une différence entre soutien et alliés. Comment pour vous aujourd'hui, Bahouri devrait-il corriger quand même ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant une erreur de communication? Alors de l'autre côté, vous avez pris exemple, pour ma deuxième question, vous avez pris exemple sur le RPG Arc-en-Ciel, notamment le RPG d'abord devenu au fil du temps RPG Arc-en-Ciel, avec beaucoup de fusions, notamment des partis qui quand même se sont fondus au sein du RPG Arc-en-Ciel. L'exemple, c'était le GPT de Kassori Fofana. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ce n'est pas une autre politique pour le président de la République, quand même, d'obtenir cette majorité lors de ces élections législatives? Oui, c'est normal. Il veut un grand parti qui va avoir une grande majorité, non seulement parlementaire, mais aussi dans les institutions de gouvernance décentralisée, les communes et tout le reste. C'est normal, c'est légitime de nourrir cette ambition-là. Même les partis qui sont contre lui veulent grandir, veulent absorber. Donc je pense que c'est ce message, c'est cette mission qu'il a confiée, n'est-ce pas, au Premier ministre. Maintenant, chacun est libre de son choix. Certains peuvent dire, on a été fiers, on a été très engagés pour faire élire Mamadi Doumbouya, mais nous préférons garder notre parti politique pour être élu à l'Assemblée avec le statut et l'ombre de ce parti politique-là. Les gens sont libres de dire ça. Maintenant, si les élections législatives arrivent, c'est pas parce que vous dites que je ne vous viendrai pas fondre dans la GMD que le lendemain on doit dissoudre votre parti ou on doit vous retirer votre certificat de conformité. Vous restez vous-même. Vous repartez sur le terrain, vous remobilisez votre base que vous aviez mobilisée pour voter pour le président qui est maintenant élu, mission accomplie. Maintenant, si les élections législatives arrivent et que vous sollicitiez le concours, l'alliance de la GMD, maintenant devenue parti politique, sur le terrain, qu'il refuse, mais alors vous irez seul, vous vous battez. Je pense que c'est des jeux comme ça auxquels il va falloir peut-être s'attendre. On pourrait dire, bon, si je n'y rentre pas, peut-être qu'ils n'accepteraient pas de me soutenir sur le terrain, comme je les ai soutenus pour faire élire Mamadi Doumbouya. Tant mieux si tu penses que dans une localité donnée, tu es fort au point que tu n'auras pas besoin de la GMD pour te faire élire député uninominal, pour te faire élire maire, alors garde ton parti et tu continues. Mais si tu penses que tu as besoin d'être dans la GMD pour continuer vers l'objectif d'ensemble et être porté par cette GMD pour ton ambition électorale que tu avais déjà, être député ou être élu maire,
alors vous y allez. C'est un libre choix. Ouais. Mais je pense que, encore une fois, c'est pas comme si c'est un parti État qui est en train de s'installer, comme si Mamadi, élu président démocratique, veut déjà se comporter comme un léviathan. Je pense que si c'était le cas, ils auraient tout simplement dissous tous les partis politiques, comme l'autre petit bloc à côté a fait, on dissout les partis politiques. Il y a les critères qui sont là, on évalue les partis politiques, si vous êtes normal, si vous êtes en conformité, vous existez. Et je l'ai dit tantôt que le message n'a été adressé qu'aux alliés, pas aux autres. Ça veut dire que les autres partis sont libres d'exister. La GMD ne veut pas absorber tous les partis. La preuve est que les challengers du président n'ont pas été concernés par ce président. C'est seulement ceux qui ont accompagné. Maintenant, le message, le ton, la façon dont il a été porté peut porter, faire objet de discussion. Et le message, le ton, est-ce que cela fait de l'humiliation? Non, pas de l'humiliation quand même. Ça n'a rien à voir, c'est pas de l'humiliation. Pour l'instant, je suis là, je vous parle en tant que dirigeant du MPL. Si je ne suis pas d'accord, je suis libre. Je ne serai pas emprisonné pour ça. Celui qui a un parti politique, s'il refuse, son parti ne sera pas dissous pour ça. Pour moi, il n'y a pas d'humiliation. Bon, c'était dans l'euphorie, je pense peut-être. Dans l'euphorie de cette rencontre aussi, il faut le comprendre, l'environnement. Bahouri était au milieu de plusieurs milliers de personnes. Donc, il lâche les mots en disant il faut qu'il nous rejoigne. Ouais. Mais pour moi, le message est très simple. Ce n'est pas une sorte de bâton qu'on a pour dire il faut que vous veniez ou bien vous serez considérés à nouveau comme des ennemis. J'imagine que ce n'est pas du tout cela. Et j'espère que un de ces jours, ces alliés-là, parce que là aussi il faut le dire, on n'a pas encore eu le temps de rencontrer le candidat finalement devenu président de la République, Mamadi Doumbouya. On aura peut-être la possibilité d'échanger assez aimablement avec lui pour davantage se comprendre et aller vers peut-être la mise en place de ce qu'il souhaite être une grande famille politique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les rencontres continuent. On ne vous reçoit pas avec le bâton. Vous venez, on pose le sujet, vous discutez. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore été rencontrés ni programmés. On verra bien ce qui va se passer pendant cette rencontre. Ouais, ce qui va se passer... Mamadou Diallo, c'est notre invité de ce matin. Je suis avec les Ouri, donc vous comprendrez pourquoi ce tâtonnement. Notre invité de ce matin, président du mouvement MPL. Vous l'avez compris, on a pris assez de temps sur l'actualité nationale. Nous ne pourrons malheureusement pas dérouler le sujet concernant cette tension entre les États-Unis et l'Iran, mais ce n'est que partie remise. Nous reviendrons pourquoi pas sur ce sujet. Demande dans cette émission le scanner. Ouri, avant peut-être de terminer avec vous et de clôturer cette émission, est-ce que vous avez un appel particulier à l'endroit de vos militants aujourd'hui qui attendent, vous l'avez dit déjà, il y a des concertations peut-être préalablement que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, quel est votre message? Et à l'endroit de vos militants et à l'endroit même de celui qui est en charge d'élargir la GMD. Alors, le Premier ministre Amadou Liba. Le message à l'endroit des militants du mouvement des patriotes libéraux, c'est de rester serein. La dynamique politique va avec des soubresauts, ça va avec des préjugés, ça va avec des attaques de la part de ceux qui ne partagent pas la même méthode, la même dynamique, le même schéma que vous. C'est toujours comme cela. Donc, il y a un schéma qui se pose. On s'est engagé pour un projet que nous avons partagé avec le candidat indépendant Mamadi Doumbouya. Nous sommes allés vers vous pour vous convaincre. Vous avez voté et il est élu. Maintenant, il a un rêve, il a une ambition, c'est de faire agrandir la GMD, c'est de nous intégrer, c'est de mettre tout le monde, en tout cas ceux qui l'ont accompagné, dans la même famille politique. Tout cela va aussi avec le dialogue, avec le débat. Et c'est ce dialogue qui va se passer entre ces entités-là, y compris le MPL, élargi justement à l'Alliance des forces pour la démocratie et le développement, l'AFDD, et le PM. À l'issue de cette discussion, et outillé déjà des résultats de vos consultations qu'on est en train de faire, eh bien, nous prendrons une décision qui sera une décision décomplexée. De la même façon qu'on a décidé, on vous a consulté et on a décidé de le soutenir. Avec tout ce qu'il y a eu comme attaque, comme préjugé dans l'opinion, nous prendrons aussi la même décision, comme je l'ai dit,
décomplexés, assumés, si on décide de rejoindre cette famille politique avec tous les droits, toutes les conséquences qui s'y imposent parce qu'on devient membre de droit. Ou si nous nous comprenons avec eux de continuer à faire la promotion des candidatures indépendantes et que nous présentions des candidats indépendants à des différentes échéances à venir avec le soutien justement du partenaire de la GMD, on verra si on se comprend. En tout cas, d'une part et d'autre, quel que soit le schéma, je pense qu'on aurait une issue favorable et je pense que seront dessus ceux qui pensent que nous avons perdu notre temps, ceux qui pensent que on s'est fait utiliser comme une sorte de mouchoir parce que nous savons ce que nous voulons et nous atteindrons cet objectif-là. À l'endroit de celui-là qui a cette tâche, cette mission du président élu Mamadi Doumbouya, je parle du Premier ministre Bahouri, évidemment c'est de continuer à discuter, comme je l'ai dit, de façon assez diplomatique, à huis clos. Tout se règle entre nous lors des rencontres et on s'entendra sur l'essentiel. Je pense que la politique, les débats, vous avez vu anciennement les dialogues politiques qu'il y a eu ici. Au départ, chacun est figé sur sa position. Mais autour de la table, il y a des concessions. On se comprend. Donc, faut-il que tout le monde soit prédisposé à cela? Il ne faut pas mettre dans la tête des gens aujourd'hui que si un allié vous dit que je ne veux pas fondre, qu'il devient automatiquement votre ennemi. Il y a toujours un plan de partenariat politique. Même à l'Assemblée, il y a des gens qui peuvent être des non-alignés, mais à un moment donné, vous comprenez sur des sujets, sur des lois, des projets de loi, des décisions, des propositions qui viennent à l'Assemblée. Ils soutiennent la position justement de la mouvance parlementaire. Il y a des schémas comme ça. Donc c'est des choses qu'il faut discuter autour de la table. Et donc au président de la République élu, je le rappelle, parce que c'est la première fois dans l'histoire politique de la Guinée, cela sera mentionné dans les annales, que les gens le veuillent ou pas de l'histoire, noir sur blanc, qu'il y avait un candidat indépendant qui s'appelait Mamadi Doumbouya en 2025 qui a été élu président de la République. Avec 86,72% des voix. Qui a pris des engagements très forts devant le peuple. De ne pas du tout trembler devant certains faits, devant certaines situations, la corruption, les détournements, de ne pas du tout, faiblir devant l'ethnocentrisme. Et justement de transformer le visage de la Guinée, je voudrais qu'il veille à cela tous les jours. Cela doit commencer par un geste très très simple. Permettez-moi de terminer. Très banal aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde au travail et ça commence par l'administration. Il faut commencer à veiller à ce que les agents publics soient ponctuel et régulier. Modernisation de l'administration. Ponctuel et régulier. Le travail commence par ça. Il faut que chacun soit à l'heure à son lieu de travail. Vous êtes payé pour ça. Il faut qu'on évalue leur productivité. Si vous êtes là entre 8h et 17h, qu'est-ce que vous avez fait? Agent public dans l'administration centrale, agents de l'administration déconcertés, déconcentrés à l'intérieur du pays, qu'on sache que nous sommes maintenant au travail et qu'on a diminué les bavardages, le folklore, et qu'on commence à transformer notre pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Et je termine là-dessus. Ce qui préoccupe beaucoup plus les gens aujourd'hui, c'est la dette locale. Vous avez beaucoup d'entreprises locales qui souffrent. Il faut dégager les lignes pour régler la dette intérieure, pour que les entreprises locales commencent à souffler. Et puisque c'est une chaîne, nous allons tous ressentir quand ça va commencer à démarrer. Et Kavi Média, et la petite PME qui est à côté là, et l'autre entreprise, si les entreprises locales commencent à respirer, les salaires sont payés, les gens ont de l'argent en poche, et puis les investisseurs, les grands, viendront de l'international pour abonder notre économie qui déjà sera performante en 2026 selon les prévisions, soit de 4,6 ou 7% jusqu'à une croissance à 2 chiffres, peut-être 10%. Pourquoi pas. Merci Mamadou d'être passé dans cette émission. Ce fut un plaisir. Ouais. Merci Mohamed Leba. Merci à notre invité. Merci à tous. Merci Yamoussa Kamara. Merci Abdallah, merci au peuple de Guinée. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation, à la production. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie. Pourquoi pas avec d'autres acteurs d'avis national ou international. D'ici là, prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.